Alors Flight de l'Est, qu'est-ce que c'est? D'abord, peut-être, je vais juste vous parler de moi une petite seconde. Donc moi, je m'appelle Erwan Rosier, et finalement, depuis toujours, je me suis toujours intéressé au groupe, aux dynamiques sociales, au capital humain, pour utiliser les mots que vous avez utilisés aujourd'hui. Quand j'étais petit, par exemple, je faisais beaucoup de jeux de rôle. On a parlé de jeux de rôle en plus tout à l'heure. J'étais maître du jeu, et en faisant ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand on mettait un bon cadre pour les gens, on avait vraiment une débauche de créativité qui était incroyable. On pouvait avoir des amis qui étaient timides ou réservés, qui devenaient leaders à un moment sur un sujet quelconque. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu toujours marqué, parce que je pense vraiment que dans chacun de nous, il y a un leader sur certains sujets, il y a des gens qui ont envie justement d'être heureux et productifs. Et quand ensuite j'ai continué à travailler, je me suis beaucoup intéressé à l'innovation, que ce soit dans les startups ou les grands groupes. Et dans les deux situations, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on croit souvent que c'est une question de technologie, et que les problèmes ils sont liés à la technologie. Mais finalement, ce qui fait échouer l'innovation, c'est quasiment toujours des problèmes humains. Dans une startup, c'est une startup qui va grossir trop vite, et qui va perdre son esprit et pas réussir à se coordonner efficacement. Dans un grand groupe, ça va souvent être de la politique, des non-alignements. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai fondé Fly the Nest avec quelques amis. C'est vraiment pour se poser cette question-là de comment on fait pour créer de l'intelligence collective, comme Tanguy le disait. C'est une bonne cible, mais c'est pas si simple. L'humain, c'est pas toujours fait pour collaborer. On ne fonctionne pas toujours très bien ensemble. Et ça nécessite beaucoup de travail. Et finalement, quand on travaille sur des sujets nouveaux, de transformation, d'innovation, pour maximiser vraiment toutes nos chances, il faut que tout le monde soit sur le pont, que tous les cerveaux soient là. Et ça nécessite que chacun soit engagé au quotidien presque autant qu'un fondateur ou qu'un entrepreneur. Moi, c'est ça ma promesse que je fais à mes clients. C'est de les accompagner pour que chacun de leurs employés soit aussi engagé qu'eux. Alors, fly the nest signifie quitter le lit, c'est ça? S'envoler, sortir du lit? Oui. Parce que finalement, les entrepreneurs, nous, on accompagne beaucoup de startups à l'origine. Et un entrepreneur, c'est très accompagné dans le début de sa création d'entreprise. Mais finalement, quand ça passe dans une phase de croissance, ça passe de 5 à 15 personnes en un an, de 15 à 50 en un an, de 50 à 200, on se rend compte que c'est très très difficile et qu'il y a énormément de startups qui explosent en vol. Et il y a énormément de problèmes humains qui apparaissent à ces moments-là et qui sont souvent très souvent négligés. Et c'est là-dessus du coup que nous on a voulu se placer. Première question, quel est votre point de vue sur effectivement la coexistence, la cohabitation dans les entreprises entre différentes générations? Déjà, en un mot, je voudrais peut-être remercier Aubry Orlion et Véronique Godard, qui sont les deux personnes qui m'ont autorisé et fait venir ici pour parler un peu. Et finalement, avoir aussi un jeune qui parle de jeune, c'est peut-être intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse ou on peut partir si vous voulez. Non, moi j'aime bien parler d'intergénérationnel. On est toujours jeune, L'intergénérationnel, c'est justement ça, c'est aussi le dialogue entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Pardon. Déjà, je pense que sur la question de l'intergénérationnel, on vit une époque formidable. Parce qu'il y a un basculement qui s'est fait. Alors, on parle souvent de ma génération, la génération Y, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, à la limite, c'est pas la question. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui a changé dans ma génération, c'est qu'à 12 ans, c'était moi le maître de l'ordinateur de la maison. C'était moi qui apprenais à mes parents à s'en servir. C'était moi qui presque contrôlais leurs comptes et leurs dossiers. J'étais le seul à avoir un mot de passe. Et finalement, ça, plus qu'à la limite l'outil et la technologie, ce que ça a changé, c'est mon rapport à l'autorité. Finalement, j'ai compris très jeune que c'est pas parce que j'avais que 12 ans que je pouvais pas apprendre des choses aux adultes. Et finalement, je pense que c'est ça qui a changé plus que la question du digital, c'est que c'est une question de posture. Quand les jeunes ils arrivent aujourd'hui en entreprise, ils ont envie d'apprendre des choses, mais ils ont aussi envie d'enseigner. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'école, effectivement, il y a peut-être des choses à changer, c'est peut-être aussi là-dedans, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours quand on discute avec un enfant de 10 ans, on se rend compte qu'il y a toujours des choses à nous apprendre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il y a eu un basculement. Et par contre, je pense qu'il faut faire attention à ce basculement parce que la génération elle commence à arriver à être un peu plus vieille, à arriver à des postes de responsabilité. Il ne faut pas oublier aussi que le digital, ce qu'on en connaît aujourd'hui, c'est que des outils et qu'on ne sait pas forcément complètement encore bien les utiliser. C'est incroyable le nombre de gens qui ne savent pas comment on sert un email, qui envoient des emails n'importe comment. Je pense que vous avez tous vécu ça. Des chaînes de mails avec 200 personnes par exemple. Et finalement, il ne faut pas oublier que dans tout ce qui est non digital, dans tout ce qui est humain, dans tout ce qui est le savoir-faire, le savoir-être, on a beaucoup à apprendre des personnes qui sont plus vieilles que nous. Je vais citer par exemple une startup qu'on accompagne qui s'appelle Les Talents d'Alphonse et qui essaye de relier des jeunes qui ont envie d'apprendre des savoir-faire plus ou moins techniques auprès de personnes âgées qui sont à la retraite et peut-être qui s'ennuient un petit peu. Et aujourd'hui, on voit dans ma génération beaucoup de gens qui ont envie de réapprendre du manuel, des trucs aussi bêtes que du jardinage, de la menuiserie, qui ont envie de refaire des choses. Et ça, c'est du savoir qui s'est perdu. Qui s'est perdu parce que quand on va aller voir nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, avec 2 bouts de ficelle, ils savaient faire des choses fantastiques. Donc je pense qu'on a vraiment un échange à construire là-dedans, qu'il soit en entreprise ou dans la société. Erwan, est-ce qu'on peut s'inspirer de l'entreprise libérée? Vous êtes au contact tous les jours de nombreuses entreprises. Je sais que vous avez déjà une bonne expérience sur ce sujet.
Est-ce qu'on peut capitaliser sur cet idéal? Je pense qu'on peut clairement capitaliser sur cet idéal. Je pense que clairement, l'entreprise libérée, ça a mis un peu un coup de tonnerre dans les organisations et ça a fait bouger beaucoup de choses. Cependant, il faut quand même être très, très, très prudent avec ça. Pour une simple raison, et là je vais reprendre ce que tu disais, c'est que tout ça, c'est avant tout une question de confiance. De confiance dans ses équipes, pour passer de la confiance au contrôle, qui est toujours plus rapporté, mais aussi du confiance dans ses patrons. Parce que c'est simple, mais si on fait une comparaison un peu hardie, en disant que la libération, c'est un peu comme par exemple si on était en prison, si vous êtes en prison depuis toujours, et que votre geôlier vient vous voir en vous disant « Je vais bientôt te libérer », tu vas voir, on va faire des petites choses, mais bientôt je te libère et tu seras tout à fait libre après des années d'emprisonnement. Ben, vous n'allez pas le croire, vous n'allez pas lui faire confiance, vous allez le scruter et chaque chose qu'il va faire, vous allez juger. Moi j'ai beaucoup de clients qui s'intéressent à l'entreprise libérée, qui nous font appel à nous pour passer en mode entreprise libérée, voire qui nous font appel à nous après avoir essayé. Et c'est des fois des champs de bataille humains, on arrive vraiment après à des inimitiés, des relations politiques, des choses très difficiles parce que c'est vraiment pas simple, encore une fois, de travailler, de tous être responsable. On n'a pas été habitué à ça ni depuis notre enfance, ni depuis notre organisation, ni jamais. Et finalement, c'est un travail quotidien de tous, et je vais même dire encore plus, c'est un travail avant tout du patron. Ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs libérés qui l'expliquent. Ils ont réussi à le faire le moment où ils se sont rendus compte que c'était eux le principal problème de l'entreprise. C'est une considération assez difficile à faire. Hein. Moi, chez Flasioness, on essaie de fonctionner comme ça. On n'a pas de titre. Quand on embauche quelqu'un, on lui annonce qu'il est cofondateur comme tout le monde, parce que l'entreprise, elle se refonde à chaque fois qu'on recrute des gens. Effectivement, on ne dit pas aux gens comment ils doivent faire les choses. On leur dit pourquoi ils doivent faire les choses, et ensuite ils le font. C'est un travail quotidien. Même pour moi, c'est un travail quotidien. Même nous, on n'y arrive pas encore complètement, alors qu'on est parti de ça et qu'on est 5. Donc tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est un chemin qui ne s'arrêtera jamais. On n'a jamais fini de gagner la confiance de ses collaborateurs, et que les collaborateurs n'ont jamais fini de faire confiance à leur patron. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit. Et sinon, sur le global, je voulais juste rajouter une petite chose. On a parlé de confiance, de valeur, de liberté dans l'action. Tout ça, c'est indispensable pour réussir à faire ça. Mais moi, la première chose par laquelle je passe toujours, c'est ce que je vais appeler la vision, la raison d'être de l'entreprise. Finalement, le premier élément de motivation des gens, et ça, c'est pas souvent dit, c'est la construction collective. C'est la cathédrale. C'est ce qu'on fait ensemble. Et bien ça, vous allez dans les entreprises, vous demandez à un stagiaire qui vient d'arriver, ou même à un ouvrier qui est là depuis 10 ans, jamais il vous dira la même chose que le patron sur où ils vont. Jamais. Alors que c'est la première chose qu'ils font qu'ils pourront travailler ensemble. Pour bien construire cette vision, il faut aussi que les dirigeants acceptent de montrer à leurs équipes qu'ils ne savent pas tout et qu'ils ne savent pas toujours. Nous, on commence toujours par un exercice de construction de la vision où on pose la même question à tout le monde. Où est votre entreprise dans 2 ans, dans 3 ans? Et on prend le stagiaire et le patron à côté et on leur pose la même question. Vous serez surpris du nombre de stagiaires qui sont plus ambitieux que leur patron. Et que finalement, quand on la construit tous ensemble, on est obligé de construire une ambition qui est encore plus grande. Et on se retrouve avec des équipes de 10 qui vous expliquent que dans 10 ans, ils vont faire baisser le réchauffement climatique de 2 degrés juste par leur action. Moi, je trouve ça magnifique.